Salut tout le monde, ici Simon. C'est la première fois que je fais une genre de vidéo comme ça, mais je trouvais ça approprié en fait parce que interagir avec les gens qui nous suivent et qui veulent partager des choses, j'ai l'impression des fois que c'est plus intéressant de répondre pour plusieurs personnes. Peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui se posaient la question. On a Patrick qui nous a écrit suite à l'épisode 2 de la saison 8. L'épisode 2 de la saison 8 qui était assez particulier. En fait, on a passé à travers, là, je ne raconterai pas l'épisode, bien entendu, passé à travers Book of Lens, les 38 premières lentilles, ou les 20 premières lentilles, je crois. Euh, et on a Patrick qui nous demandait des questions sur la lentille de l'expérience. Et l'expérience, c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on prend trop pour acquis quand on parle de jeu, parce que même quand il m'a posé la question, ça m'a fait réfléchir. L'expérience, c'est souvent, on va avoir l'espèce de triangle. Le triangle des jeux de société, on va dire les composantes. On a la mécanique, la thématique et le matériel. Le matériel étant quand même assez large. Et on va dire qu'au cœur de ce triangle, on retrouve quelque chose qu'on va appeler l'expérience. Et qu'est-ce que l'expérience? Alors, c'est aussi quelque chose qui est un peu, on va dire, difficile à expliquer. Il va falloir l'analyser un peu pour vraiment bien le comprendre. C'est pas juste l'expérience, c'est le feeling du jeu, tu sais. C'est vrai que c'est ça, en fait. C'est le feeling du jeu. Mais on est quand même capable de l'extraire. Et je me suis dit, j'allais prendre... là, j'ai juste ouvert BGG comme ça pour prendre quelques exemples. Et une des questions particulières que Patrick posait, qui est vraiment intéressante, c'est on a dit de faire attention à la mécanique versus l'expérience de jeu. Et c'est une discussion très, très importante à avoir, justement. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai dit. L'expérience et la mécanique. Hein. Juste pour être sûr, je suis en train de penser à d'autres choses en même temps. Donc, la mécanique de jeu, c'est quelque chose de très simple. C'est un jeu de draft de cartes, c'est un jeu où on fait des collections de séries, c'est un jeu où on roule des dés, c'est un roll and ride, même le coop, on est à la limite souvent une mécanique coop, je sais pas. Tu sais, c'est les mécaniques de base. Donc, souvent les gens ils vont dire hey, moi je travaille sur un worker placement, mais travailler sur un worker placement, c'est travailler sur une des composantes du jeu qui n'est au final pas ce que les joueurs vont en retenir. Un jeu peut avoir une bonne mécanique et avoir une expérience qui est plus ou moins réussie. Donc maintenant, si on s'attarde un peu plus sur la définition et peut-être même des exemples, des fois c'est même plus facile d'expliquer ça. On va regarder quelques jeux que j'ai sortis au hasard sur BGG de jeux que j'aime bien. Alors, Pandémie Legacy saison 1. Pandémie Legacy saison 1, ce qui est cool, bon, probablement c'est un jeu coop qui est Legacy. On va dire, ok, ça c'est vraiment l'expérience. On est plus dans des genres de mécaniques. Est-ce que le Legacy, le coop est une mécanique? Je sais pas, mais largement, on va dire que c'est une mécanique de jeu. C'est une manière de jouer à un jeu. L'expérience, au-delà de cette mécanique-là, dans Pandémie Legacy, elle est quand même assez facile à voir. C'est euh, le, le sentiment d'avoir un impact sur un univers qui est très massif, mais aussi de porter des actions qui sont définitives. Ce qui est fou, c'est que dans la plupart des jeux, tu portes une action qui est définitive. Mais on dirait que dans Pandémie Legacy, cette action-là, elle a une portée qui peut être plus grande. Au-delà de ça, c'est de voir aussi un monde dépérir, on peut dire pratiquement, avec les parties. La tension est souvent quelque chose aussi qui viendra pas nécessairement des mécaniques de jeu, mais plutôt de l'expérience. Ça viendra pas de la thématique, ça viendra pas du matériel, mais ça va venir de l'expérience de jeu. C'est ce qu'on imagine qui va se produire. Au-delà de la mécanique, c'est tu prends une carte, tu tournes, tu regardes qu'est-ce qu'il y a dessus, ça peut être grave, ça peut être moins grave. Plein de jeux qui font cette mécanique-là, où tu prends une carte, puis tu la regardes, puis il arrive de quoi, ou il arrive pas de quoi, t'apprends, tu sais. C'est une des mécaniques de jeu les plus classiques. Mais dans Pandémie Legacy, l'histoire derrière, mais surtout l'histoire de votre plateau, aura créé certains points de tension que on se permet d'imaginer. Imagine si cette ville-là sort. Et là, t'es dans l'expérience, t'es dans ce qui se passe. Et là, ça l'amène tellement de réflexion et sûrement quelqu'un aurait pu arriver avec une réponse beaucoup plus claire de qu'est-ce que l'expérience précise d'un jeu. J'ai voulu répondre à la question en même temps qu'y réfléchir parce que
on dit l'expérience de jeu, on prend pour acquis plein de choses, et quand on arrive pour l'expliquer, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Pandémie Legacy, premier exemple. Terraforming Mars, deuxième exemple. Un jeu que j'apprécie beaucoup et que je connais bien, donc c'est plus facile pour moi d'en parler. Les mécaniques dans Terraforming Mars, on s'entend, c'est beaucoup d'affaires avec des cartes, des coups de cartes, des effets de cartes, tout ça. Mais sinon, les autres mécaniques importantes, c'est toutes les ressources, comment ça fonctionne, qui est un système assez particulier. Et bien entendu, les 3 tracks, les 3 pistes de terraformation, donc les océans, la chaleur et l'oxygène sur Mars. Ça, c'est vraiment les mécaniques. Ok, il y a plein de mécaniques et tout ça. L'expérience de jeu, c'est qu'on est des entreprises. Et là, je vais mélanger un peu la thématique aussi dans l'explication. On est des entreprises qui viennent s'établir sur Mars. Et l'enjeu de ça, qui n'est pas une mécanique, qui n'est pas une thématique, qui n'est pas du matériel, c'est vraiment que tu dois être capable de juger autour de la table les gens s'en vont où. Comme quand des méga corporations s'affrontent, tu dois prévoir à l'avance. Est-ce que ça va être une game courte? Est-ce que ça va être une game longue? Qu'est-ce que les autres construisent? Qu'est-ce qui se passe au niveau corporatif de la chose? Qu'est-ce que les gens disent pas autour de la table, mais que leurs actions font? Et moi, c'est un peu l'attrait que j'ai de Terraforming Mars. Je capote souvent sur ce jeu-là. Je capote beaucoup sur ce jeu-là et j'ai de la misère à bien définir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Mais un des points qui me vient justement ce soir, c'est cet aspect qui est corporatif. Oui, dans tous les jeux, on essaie de prévoir ce que les autres vont faire, puis de penser à l'avance, puis tout ça. Mais dans Terraforming Mars, l'expérience est telle que tu te trouves dans ta tour d'ivoire, probablement au sommet d'un vaisseau spatial assez épique, et tu regardes ça, cette terraformation d'un côté, d'un angle qui est très macro, excusez-moi, très large, mais dans lequel tu côtoies d'autres magnas comme toi, et tu sens vraiment cette sensation de progression, de développement. Tu arrives avec rien, et tu bâtis un empire. L'expérience de jeu, c'est ce qui te reste après avoir joué. L'expérience de jeu, c'est ce qui fait que dans ta tête, là, quand tu joues, là, ça roule très vite. Pas parce que tu es en train de calculer des choses, mais parce que tu es en train de vivre des choses. Tu es en train d'expérimenter, et là ça va paraître un peu bizarre, mais l'expérience du jeu. Keyflower, sorti en 2012, Richard Breeze. J'ai souvent réfléchi au jeu de Richard Breeze. Keyflower, c'est un jeu worker placement, d'enchères, de construction de ville. Ça, on pourrait dire que c'est pas mal les mécaniques autour du jeu. Une enchère vraiment particulière, en fait. Et dans Keyflower, il y a c'est un jeu où on va c'est comme un jeu sur la Nouvelle-France, disons. On va dire ça de même, là, sur la conquête de l'Amérique, mais très très éthéré, où on reçoit des colons et on établit notre ville. Donc on élimine plein d'aspects, mais on garde l'aspect, on reçoit des colons qui arrivent de l'Europe et qui vont s'établir dans notre ville, qu'on va essayer de construire. Mais c'est un gros jeu d'enchères, pas un gros jeu, c'est un jeu d'enchères vraiment particulier. Mais ça, c'est les mécaniques du jeu. Je vous ai aussi parlé un peu de la thématique. C'est des colons qui arrivent. Le matériel. Et là, je vous décris le jeu selon les 3 composantes. Okay? On fait une genre de micro-analyse de ce truc-là. Le matériel, assez cool parce que c'est tous des petits meeples. Je vous dis, les colons arrivent, c'est tous des petits meeples. Ils ont des belles couleurs. Puis tu as un petit paravent devant toi et tu bâtis ta ville de manière hexagonale. Un jeu assez... Le matériel est simple, mais est capable vraiment de nous mettre rapidement dans l'atmosphère. Ok, t'as des bateaux sur le côté, c'est aussi des hexagones que tu vas rajouter dans ta ville. La sensation de ce jeu, l'expérience de ce jeu, on se retrouve vraiment avec une... Il n'y a pas vraiment de ressources dans ce jeu-là. Okay, ça a l'air d'un jeu où il pourrait avoir plein de ressources. Il y en a, mais il n'y a pas vraiment de ressources. Sauf que tu as un sentiment de
j'ai pas le terme, on va dire de rareté, mais de scarcity. Donc là, tu manques de ressources. Il y en a pas, mais t'en manques. Et tu sens que t'es un premier colon qui est en train d'essayer d'établir un premier village. Ça demande, il faut que tu rames, il faut que tu rames, il faut... Et à la fin de la game, t'as pas réussi à le faire. La game est arrivée, puis tu sais que ton village, il est pas assez bon. Mais tout le monde était là parce que c'était aride, c'était difficile, ça demandait beaucoup d'efforts et de... À un certain point, pratiquement pas de chance, mais c'est un jeu qui te fait sentir cette difficulté d'être... d'établir un village dans les premiers colons en Amérique. Et ça, c'est pas la thématique qui est ça, c'est vraiment la sensation du jeu. C'est le savant mélange entre la mécanique, la thématique et ben un petit peu le matériel dans ce cas-ci qui est quand même joue un aspect avec ça. Mais ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler l'expérience du jeu. Souvent, j'en parle et là, je brainstorm. Je dis souvent, je suis vraiment pas sûr, tu sais, mais des observations que je vois là, c'est que une expérience bien réussie, euh, va faire que la thématique ressort à 200%. Va faire que la thématique, tu sens pas qu'elle est plaquée, tu sens vraiment que tu incarnes quelque chose dans cet univers. On va parler d'expérience, mais on va aussi beaucoup parler de cercle magique. On installe un jeu autour de la table et il y a un cercle magique qui se crée. Le cercle magique, l'univers virtuel dans lequel le jeu se passe, dans la tête des humains. Parce que les humains ont fait ça, on crée des univers virtuels. Donc le cercle magique, on pourrait dire, est ça. L'expérience, quand le cercle magique se crée fortement, l'expérience en est améliorée. Et quand je, l'expérience, c'est ce qui te reste après avoir joué au jeu. C'est quand même vraiment pas faux. Tu sais, c'est le petit goût dans la bouche qui reste. Les goûts étant quelque chose de tellement dur à décrire, les goûts gustatifs, je veux dire. Possiblement que l'expérience fait partie de ces choses qui sont assez difficiles à définir. Et ce qui est assez spécial avec l'expérience, c'est qu'elle n'est pas exclusive au jeu. Petit exemple là-dessus que j'ai déjà eu la chance de discuter. On va arrêter ça bientôt. Il reste à peu près 3-4 minutes à la vidéo, on va dire. Monopoly. Avant que je découvre les jeux de société modernes et tout ça, on aimait beaucoup jouer à des jeux de société entre amis. On avait quoi? On avait 18, 20, 22 ans, 20 ans, 18, 19 ans. Mais on connaissait pas les jeux. On connaissait, par chance, on connaissait Scotland Yard parce que des gens l'avaient de leur enfance, mais on connaissait Monopoly. Et on jouait au Monopoly. On jouait beaucoup au Monopoly. On pouvait jouer 3-4 games par semaine. Et effectivement, ça semble une activité assez tordue hein, quand on y pense. Qu'est-ce qui a fait qu'on a joué autant? Bon, on n'avait pas d'autres jeux, hein, fait qu'on jouait à qu'est-ce qu'on pouvait, puis on aimait ça parce qu'on n'avait pas de comparable. Et c'est aussi ça, une des réalités de la vie. Hein. Tant que t'as pas de comparable, ça peut être la meilleure chose. Mais on avait implanté un système qui était... On pouvait à tout moment voter pour changer les règles. Et comment ça marchait? C'est que ça prenait une majorité de gens pour voter pour changer les règles. Donc, on pouvait changer ce qu'on voulait. Au début, c'était très soft et très conventionnel, mais à la fin, ça pouvait devenir assez extrême. Et en fait, ce qui était drôle même, c'est qu'à un certain point, on avait comme des règles de base, tac, 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 puis on commençait la partie en disant, OK, on vote tel set de règles, qui était comme la base des règles modifiées. Et à chaque fois, il y avait des règles qui passaient ou non durant la partie. C'était vraiment cool. Tout ça pour dire que quand je disais l'expérience n'est pas exclusive à un jeu, c'est que souvent le matériel, les mécaniques, la thématique peuvent être assez... c'est plus facile à analyser, disons. Tu peux établir une grille là, qui te permet de l'évaluer selon certains critères, bien entendu, mais qui te permet de l'évaluer. L'expérience, justement, c'est un peu plus éthéré, on va dire.
Mais Monopoly, la plupart du temps, et la plupart des gens ont vraiment eu des mauvaises expériences de Monopoly. Moi-même, j'ai eu des très mauvaises expériences de Monopoly dans ma jeunesse un peu. Mais après ça, pour moi, Monopoly, c'est que des bonnes expériences pratiquement. Parce qu'on a créé ce cercle magique, cette expérience autour du jeu entre amis où on arrivait vraiment à s'amuser avec la boîte, on va dire, hein, avec ce qu'il y avait dedans. Et cette expérience-là était très positive. Alors que des gens vont jouer à des jeux que plein d'autres personnes adorent, des jeux qui sont universellement bons, et vont être comme ah, bon, c'était pas pire, c'était pas pire. C'est sûr après que l'expérience aussi n'est pas constante d'une partie à l'autre. Euh, Quand on pense, mettons, aux jeux d'ambiance, aux jeux de déduction sociale et tout ça, on peut avoir beaucoup de plaisir à jouer à ces jeux-là, comme ça peut être vraiment plate en fonction de notre type de personnalité et en fonction du groupe avec lequel on joue. Donc même certains jeux sont plus ambigus que d'autres. Euh, et même on peut pousser au fait que le même groupe, les mêmes gens, tu peux avoir une partie où tu t'amuses vraiment parce que y a des jeux qui sont très punitifs. Hein. Il y a des jeux où si tu as raté ta game au début, tu sais que tu vas avoir un long moment. Ben, des parties, tu pourrais jouer au même jeu avec le même groupe et tu chies ta game. Au troisième tour, tu chies ta game. Tu sais que tu en as pour 2 heures et demie à faire un peu n'importe quoi, à avoir aucune chance. C'est juste c'est ça, à subir le moment. Alors qu'une autre partie, t'as fait le bon combo au bon moment, tout le monde a fait le bon combo au bon moment, la game est à son apogée, la partie se passe bien. Donc, l'expérience est quand même plus large. Par contre, si on va revenir à la base pour le bien de la discussion. C'était un épisode qui s'adressait aux auteurs de jeux et qui veulent créer cette expérience. Je n'ai pas la formule. Hein. Si j'avais la formule, je sortirais 3 jeux par semaine et ils seraient tous extraordinaires. Comme vous voyez, même que la formule est même pas très définie. Il n'y a pas de jeu qui systématiquement crée des bonnes expériences. Mais comment augmenter les chances de faire la meilleure expérience possible? Comment euh, insuffler ça dans notre jeu? Très difficile à dire, mais je peux parler pour moi. Comment est-ce que j'essaye d'avoir cette expérience dans le jeu? En fait, premièrement, c'est que à partir d'un certain point, si cette expérience-là, je ne la sens pas, euh, ben, il y a des bonnes chances que j'abandonne le projet. Un des auteurs et personnes que j'aime beaucoup discuter jeu, c'est Brian Burgogne. On l'a déjà reçu un peu plus tôt dans la saison 7, je crois, le statisticien du jeu, mais qui est aussi auteur de jeu. Il pense beaucoup à l'expérience de jeu. C'est un bon penseur de l'expérience de jeu. Et il partageait avec moi qu'il y a 2 manières de travailler sur l'expérience de jeu, en fait. La première manière, c'est la manière très rectiligne et très analytique. Ça veut dire qu'avant de penser que vous allez faire un worker placement, que vous allez faire un jeu de chevalier, ou que vous allez faire un jeu qui utilise des disques que tu pichenotes, les 3 composantes du jeu, pensez à l'expérience de jeu. Euh, et c'est vraiment fou parce que tout ça, vous pensez que c'est préparé d'avance. Hein? Euh, J'ai ici un cahier de notes devant moi. Vous voyez que tout a été barré. OK. Ça, c'est fou. C'est un jeu que Fast-paced real-time competitive tabletop game. A new era of board gaming competition. Je sais pas, je dis n'importe quoi. C'est un jeu en temps réel. Avec des sabliers, des dés, des actions que tu fais sur des cartes vite avec des dés, des sabliers que tu actives à gauche, à droite, tu dessines sur ton plateau. C'est un jeu où tu joues une équipe de mécaniciens dans une guerre spatiale. Fait que genre, t'es genre un garage, tu reçois tes vaisseaux, tu les répares, tu les envoies, tu développes des nouvelles technologies pour créer des meilleurs vaisseaux. T'as des pilotes à gérer. Tac, tac, t'envoies ça sur une map qui est faite sur le long, où les vaisseaux s'affrontent comme ça. Oh, ça a zoomé, ouais. Et c'est ça, t'écris sur le plateau. Donc, ce jeu-là, qui a même pas de nom, en fait, euh,
Je vous ai parlé de la mécanique, je vous ai parlé de la thématique, je vous ai parlé du matériel. J'étais full excité, je faisais ça. Là, juste avant de faire la vidéo, je travaillais là-dessus. Là, je venais de finir de barrer tout ça, de dire fuck that, c'est une poubelle. Parce que j'arrivais pas à savoir c'était quoi l'expérience de jeu. J'arrivais pas à me dire qu'est-ce que les gens allaient ressentir en jouant à ce jeu-là. Oui, ils allaient ressentir du stress, c'est sûr, c'est un jeu en temps réel. Mais tu sais, est-ce que le fait de faire ressentir du stress à quelqu'un en faisant un jeu en temps réel n'est pas suffisant pour moi? J'adore les jeux en temps réel, c'est un de mes hobbies favoris, et les explorer, les penser. Donc, faire un jeu en temps réel, c'est pas suffisant pour dire ben, l'expérience, c'est que c'est en temps réel. Parce que c'est une mécanique. Donc, si tu fais le jeu en temps réel. La thématique était cool, je trouvais qu'elle était originale. Tu joues des mécanos, un atelier, une usine, pendant une guerre. Fait que t'envoies des vaisseaux qui se battent, qui reviennent, que tu dois réparer. Il y en a qui se font détruire. Tu développes des nouvelles techs pour envoyer des nouveaux vaisseaux. Mais t'es vraiment, le garage, là, des mécanos, là, ils ont des clés anglaises, des petits casques, là, puis peut-être dans Star Wars, ils ont des gates shoot. En tout cas, c'est quand même cool. Et c'est un jeu dans un format atypique, avec des sabliers, que t'écris sur le plateau, que tu roules des dés, que tu places, donc le matériel est quand même dynamique aussi, t'sais. Et là, je fermais les yeux. Puis là, j'essayais vraiment de visualiser une partie. Avec les jeux en temps réel, l'avantage, c'est que c'est encore plus facile de visualiser une partie que dans des jeux standards, t'sais. Et là, tu te rends compte que c'est juste, un esti de clusterfuck, de mécanique, de thématique, de matériel qui n'apporte rien de spécial aux gens pendant qu'ils jouent, à part être comme, ok, là, je fais ça, je vais à gauche, je vais à droite. Comme plein de jeux, ça demande de penser, de regarder ça, d'être comme, ok, il se passe plein d'affaires, mais je te reparle de ce jeu-là dans 2 ans. T'es même pas sûr que t'as déjà joué. Ouais, ça me dit de quoi, ouais. Les 200 € que j'ai joué dans les dernières années, les 100 Ameritrash, ouais, ça c'était le jeu avec ça, ouais. Non, c'était un autre, hein, ouais. Ok, ouais. Parce que c'est comme ça, les jeux. Il y en a tellement. L'expérience de jeu est ce qui fait que tu vas te rappeler clairement de la musique qui jouait dans une game de diplomatie il y a 20 ans, parce que l'expérience, elle était unique et forte. Et que c'est ce qui te reste après, mais c'est ce qui est là pendant. J'essaye de mettre des mots sur quelque chose d'assez abstrait. Le cercle magique, le flow, toutes ces choses-là, on en a parlé un petit peu, fait que quand t'es dans l'expérience, t'es plus toi. T'es plus Simon qui joue à un jeu. Ça dépend, hein? Tu peux être plein d'affaires différentes. Tu peux être un dieu qui construit des villes. Tu peux être un aventurier dans un donjon. Tu peux être un magicien qui invoque des créatures dans un tournoi. Et c'est pas tant que tu deviens la personne, mais que c'est que tout ton univers, tout se transforme, tout est à l'extérieur de cette bulle commence à être un peu plus flou. Et tu commences à être de plus en plus aspiré, comme quand tu regardes un bon film. Les bons films peuvent être analysés, la bonne musique peut être analysée, oui, restera quand même à la fin l'expérience que ça t'aura donné. Est-ce que ça a permis à ton cerveau de naviguer dans des zones agréables en même temps que de jouer au jeu? Parce que tu avais juste des petites pépites qui se créaient, des petits tiroirs qui s'ouvraient. Un sentiment général où... pas de bien-être, hein, parce que ça serait un peu exagéré l'expérience, mais c'est ça, je me suis emporté dans les dernières secondes, j'ai perdu un peu le fil là-dessus. Mais l'expérience, souvent quand on regarde les bons jeux, et là je suis en train d'en regarder quelques-uns, je ne vais pas définir leur expérience. On peut peut-être y aller en rafale, tu sais, le Go, quelque chose, tu sais, c'est impérial, en 2 secondes, tu le sais. Chinatown, oui, la mécanique, c'est une mécanique d'échange. Mais au final, les discussions qu'il y a dans ce jeu-là, qui émergent de ce jeu-là, tu sais que tu es en train de construire un Chinatown parce que les deals que tu fais avec quelqu'un sont trop parfaits.
Euh, J'en regarde un peu, là, puis je regarde même les châteaux de Bourgogne. Les châteaux de Bourgogne, un des meilleurs jeux, un de mes jeux favoris parce que c'est un jeu que j'ai quand même découvert tard, hein. C'est un jeu de 2011, mais moi je l'ai découvert il y a peut-être 2 ans, 2 ou 3 ans, et c'est un de mes jeux favoris depuis que je l'ai découvert. Ce jeu-là, il est pas très beau. La thématique est pas si excitante. Et même à un certain point, oui, la mécanique de dés est assez originale, mais en plus maintenant, elle l'est peut-être un peu moins. Mais ce qui ressort de ça, c'est que c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs jeux de ville. C'est que tu es vraiment en train de bâtir quelque chose et tu peux le regarder sous tes yeux, gagner ou perdre. Oui, c'est important quand tu joues à Château de Bourgogne, tu veux gagner, mais voir ta cité se déployer, si elle se déploie bien selon ce que t'aimes personnellement dans une ville ou dans une cité de ce type-là, ben, tu te dis pas que tu vas gagner, mais au fond de toi, tu te dis, ouais, c'est sûr que je gagne, ma ville est vraiment cool. Euh, donc, j'ai essayé de définir un peu l'expérience rapidement de Château de Bourgogne. En fait, je regarde toutes là, j'avais classé mes jeux sur BG par ordre de préférence, par ordre de meilleure note. Fait que c'est sûr que les jeux qui ressortent, euh, je sais pas si c'est tout le monde qui recherche l'expérience dans les jeux. Euh, c'est à cause que les jeux, ils ont aussi certaines. C'est ça, on dit une bonne expérience, mais là, encore là, moi, je suis en train de parler et depuis le début, je me rends compte que je parle de bonne expérience euh, par rapport à qu'est-ce que moi j'aime. Mais là, après, je sais pas pourquoi des jeux comme Century, Splendor, Azul, tout ça me sont venus en tête, qui sont des jeux que moi j'aime pas vraiment, mais que je sais qu'ils sont très bons, bien construits, très beaux, tout ça, et qui ont quand même une expérience aussi au bout de la ligne. L'expérience d'être, et là je vais pas dire ça, je vais pas dire chillax, mais d'être relax autour de la table, quand même analytique dans ses choses, d'être capable de gérer un peu la partie, optimiser ses moves, se sentir intelligent. Ça, c'est une expérience importante pour certains types de jeux, pour certains types de joueurs. Donc, le moment aha, où comme tu fais le truc, mais aussi juste le fait d'être capable d'être autour de la table, d'avoir une bonne discussion avec les gens, finir la soirée relax. JF parlait dans l'épisode 1 des aventuriers du rail. Et il parlait que ses parents ont vraiment accroché sur le jeu et ils l'ont acheté et ils jouent quand JF n'est pas là. Tu sais, ça, tu sais, on en parlait, t'as converti quelqu'un, on s'entend, t'as converti quelqu'un. Il fait jouer à des jeux quand toi t'es pas là, des jeux que cette personne-là a acheté. Mais on s'entend, tu finis la soirée, tu reçois un couple d'amis, tu joues à Les Aventuriers du Rail. Il y a 20 ans, les gens auraient joué au Monopoly, ça serait fait chier, les gens n'auraient pas voulu jouer, ça dure 2h30, c'est long, t'as aucune décision à prendre. Ça finit pas bien la soirée. Mais se faire une game d'aventurier du rail, ok, on est tranquille, on joue, on pense à nos affaires, on fait, tu sais, on va dire, là, encore une fois, je veux pas le dire comme ça, mais tu sais, tu fais tes sudoku en chiant, là. Tu sais, c'est comme, ok, nice, c'est sympathique, on s'amuse bien. Donc, il y a différents types d'expériences aussi. Ce qui m'amène encore à définir si vous êtes capable de penser à l'expérience de jeu. Les yeux fermés, vous réfléchissez, comment les gens vont jouer autour de la table. On revient à Brian Burgogne qui nous disait l'expérience, tu y penses dès que tu commences ton jeu. Donc, quelle est l'expérience que les gens auront autour de la table? Est-ce que c'est un jeu où les gens vont courir dans la maison puis se lancer des cartes dans le dos? Ou c'est un jeu où les gens vont être autour de la table, tranquille, réfléchi? C'est un jeu où il faut savoir ça, c'est une des philosophies sur l'expérience, mais d'avoir défini son expérience avant même d'avoir choisi ses composantes, parce que, en fait, les composantes doivent toutes être centrées autour de cette expérience. Donc, l'expérience de jeu a une primauté sur le reste des 3 composantes. C'est aussi important, on va y revenir après ça, et je me rends compte, j'ai dépassé un peu le temps, mais inquiétez-vous pas, on approche là, d'une semi-conclusion. Donc, excusez-moi, j'ai vu ça 29 minutes. Aïe, 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 on s'est emporté. Je suis en retard sur mon horaire.
de la soirée. Je voulais répondre à une question de quelqu'un. Merci de m'envoyer des questions. Ça me permet de réfléchir à des choses sur le jeu, sur l'expérience de jeu. C'est un sujet qu'on prend trop souvent pour acquis, l'expérience de jeu. Vous voyez, là, j'essaie de vous l'expliquer. Ça fait 29 minutes, puis je suis pas vraiment plus avancé. Donc, l'expérience se décide au départ. Sinon, l'autre technique qui peut arriver aussi, t'as une idée de jeu, ok, c'est un worker placement, parfait, t'as une idée de matériel, ok, c'est cool, je pense à un matériel, j'ai le goût que ce soit des petits meeples, des cartes, ok, je pense à une thématique, ok, moi j'aime ça les trucs de dans l'espace, fait que là je voudrais que ce soit dans l'espace. Tu fais ton jeu, tu fais ton proto, tu lances ça sur la table, et tu regardes un peu qu'est-ce qui se passe, comment les gens réagissent. Puis là, tu te rends compte, ok, 90% de ce que j'avais pensé, c'est un peu de la merde. Mais ce 10%-là, j'ai aimé ça, voir qu'est-ce qui est arrivé. Parce qu'il y a telle affaire qui s'est produite, puis je pensais pas que les joueurs allaient traiter ça de telle façon. Puis ça l'a créé comme une situation intéressante. Fait que là, on n'a pas vraiment d'expérience, mais on s'approche de quelque chose qui peut être une expérience. Là, on fait un deuxième proto, on amplifie l'effet. On fait tester ça, puis là, on se rend compte, ok, là, c'est mieux. Là, ils l'ont fait toute la partie. Puis là, tout le monde aimait ça. Puis là, la game a tourné autour de ça, de cette façon de penser, de faire, de jouer autour de la table. Donc là, on peut dire, après 2-3 tests, t'as une expérience. Fait que, dans le fond, soit que tu pars de l'expérience, soit que tu la découvres au fil des tests. Mais à un certain point, ça te la prend. Ça te la prend. Et j'entre sur un autre exemple. J'avais fait un jeu pour un game jam pendant le confinement. Puis c'était un petit jeu de cartes de combo vraiment abusif. Presque un truc de casino, tu sais, où t'espérais que ton combo allait sortir plus tard dans le game. Puis ou soit que tu jouais une partie vraiment fessier, tu prenais pas de risque. Soit que tu misais sur des gros combos, mais qui étaient pas sûrs de sortir. Puis c'était un petit jeu, ça durait 10 minutes. Et là, après, je me dis, ok, je vais le travailler un peu. Et là, je commence à le travailler. Au fil des commentaires, je suis les commentaires que les gens me donnent et je me rends compte que, ben, pas je me rends compte, j'ai un jeu complètement différent, 10 versions plus tard. C'est un jeu où tu te déplaces sur un plateau, il y a plein d'affaires, toutes les cartes